Imagine une femme debout devant son miroir le matin, elle se regarde et dans ce regard, il y a toute une vie. Il y a des doutes, des espoirs, des blessures anciennes, des rêves qui résistent. Est-ce qu'elle se voit telle qu'elle est vraiment? Est-ce qu'elle se voit avec bienveillance? Ou est-ce qu'elle se juge, se compare, se diminue avant même que la journée ait commencé? Je me pose cette question souvent, pas seulement en tant que psychiatre, mais en tant qu'être humain qui observe le monde avec curiosité et avec tendresse. Parce que ce que j'ai appris au fil des années, au fil des consultations, au fil des livres et des rencontres, c'est que le bonheur des femmes, leur liberté intérieure, leur confiance en elles, tout cela ne tombe pas du ciel, tout cela se construit lentement, patiemment, avec des hauts et des bas, avec des rechutes et des élans, mais cela se construit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce chemin particulier que parcourent les femmes qui ont trouvé une certaine paix avec elles-mêmes, pas la perfection, attention, pas l'absence de doute ou de peur, mais une paix profonde, une stabilité intérieure qui leur permet d'avancer même quand le vent souffle fort. Je voudrais vous parler de ce que j'appelle le secret des femmes heureuses, libres et sûres d'elles, et je vous préviens tout de suite, ce secret n'est pas un truc magique, ce n'est pas une formule à réciter ou une technique à appliquer mécaniquement. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus humain que cela. Au cours de cette heure que nous allons passer ensemble, je vais vous emmener à travers plusieurs réflexions, plusieurs portes d'entrée vers cette compréhension. Nous allons parler de l'estime de soi, bien sûr, mais pas de la manière dont on en parle habituellement. Nous allons parler de la relation que vous entretenez avec vos émotions, avec votre corps, avec votre histoire. Nous allons parler de la liberté, pas comme d'un concept abstrait, mais comme d'une pratique quotidienne. Et nous allons parler du bonheur, ce bonheur tranquille, solide, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Je voudrais que vous vous installiez confortablement, que vous preniez un moment pour respirer. Vous laissiez vos épaules descendre légèrement et que vous vous permettiez d'être là simplement avec tout ce que vous portez, avec tout ce que vous êtes, avec tout ce que vous êtes. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pour vous, exactement tel que vous êtes en ce moment précis. Commençons par une observation que je fais régulièrement dans mon cabinet. Quand une femme pousse la porte pour la première fois, quand elle s'assoit en face de moi et qu'elle commence à parler, il y a souvent un moment particulier, un moment où elle dit quelque chose comme je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, j'ai tout pour être heureuse. Cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois. Et à chaque fois, elle me touche profondément parce qu'elle révèle quelque chose d'essentiel sur la manière dont nous pensons au bonheur. Nous croyons collectivement que le bonheur est une conséquence, que si les conditions extérieures sont réunies, si on a un travail stable, une famille aimante, une bonne santé, alors le bonheur devrait suivre automatiquement, comme si c'était une équation simple. Et quand ce bonheur ne vient pas, quand on se sent vide ou anxieuse ou insatisfaite malgré tout ce qu'on a, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez soi. On se juge. On se demande ce qu'on fait de travers, mais voilà ce que j'ai appris. Le bonheur n'est pas une conséquence, c'est une pratique, c'est une orientation intérieure. C'est une façon d'habiter sa vie, pas seulement de la traverser. Et les femmes qui ont trouvé cette paix dont je vous parlais, elles ont compris cela. Pas intellectuellement, pas en lisant un livre ou en écoutant une conférence, mais dans leur chair, dans leur quotidien, elles ont compris que le bonheur se cultive comme on cultive un jardin, avec régularité, avec attention, avec patience et parfois avec la capacité d'accepter que certaines saisons sont plus difficiles que d'autres. Alors, quelle est la première chose que j'observe chez ces femmes? La première chose, c'est qu'elles ont une relation différente avec elles-mêmes. Pas une relation parfaite, encore une fois,
mais une relation honnête, une relation dans laquelle elles se permettent d'être imparfaites sans se condamner pour cela. Une relation dans laquelle elles s'accordent la même gentillesse qu'elles accorderaient à une amie chère. Je pense à une femme que j'ai accompagnée il y a quelques années, appelons-la Marie. Marie était une femme brillante, compétente, appréciée de tous dans son entourage. Mais quand elle se retrouvait seule, quand la nuit tombait et que le silence s'installait, elle était envahie par une voix intérieure d'une cruauté extraordinaire. Cette voix lui disait qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle avait dit la mauvaise chose lors de cette réunion, qu'elle aurait dû être une meilleure mère, une meilleure amie, une meilleure professionnelle. Cette voix ne se taisait jamais vraiment. Un jour, je lui ai posé une question simple: est-ce que vous parleriez à votre meilleure amie de cette façon? Elle m'a regardé, surprise, et après un long silence, elle a dit: non, jamais. Je n'aurais jamais l'idée de lui dire des choses pareilles. Alors pourquoi vous les dites-vous à vous-même? Cette question a été un tournant pour elle. Pas une guérison instantanée, bien sûr, mais le début d'une prise de conscience, le début d'une relation différente avec elle-même. Ce que Marie a commencé à apprendre, c'est ce que les psychologues appellent l'autocompassion. Et je sais que ce mot peut sembler un peu abstrait, un peu clinique. Alors permettez-moi de le traduire simplement. L'autocompassion, c'est la capacité de se traiter soi-même avec la même douceur, la même compréhension, la même bienveillance que l'on témoignerait à quelqu'un qu'on aime. Cela ne veut pas dire ignorer ses erreurs. Cela ne veut pas dire se mentir à soi-même ou se complaire dans la médiocrité. Cela veut dire reconnaître ses difficultés sans les dramatiser. Cela veut dire se dire: oui, j'ai fait une erreur, oui, c'est difficile en ce moment, et c'est humain. Et je mérite quand même d'être traité avec respect, y compris par moi-même. Les femmes heureuses, libres et sûres d'elles ont cette capacité, pas parce qu'elles sont nées avec, mais parce qu'elles l'ont développée souvent à travers des épreuves, souvent à travers des moments de grande souffrance qui les ont forcées à changer leur regard sur elles-mêmes. Prenons un moment pour réfléchir à cela ensemble. Pensez à la façon dont vous vous parlez intérieurement, pas en ce moment, mais en général, dans les moments difficiles, dans les moments d'échec, dans les moments de doute. Est-ce que cette voix intérieure est une alliée ou est-ce qu'elle est un juge impitoyable? Je ne vous demande pas de répondre à voix haute, je vous demande juste de remarquer. Parce que remarquer, c'est déjà le premier pas. Maintenant, parlons d'autre chose. Parlons de la liberté. Parce que les femmes dont je vous parle, elles sont libres. Et cette liberté, elle ne vient pas de l'absence de contraintes extérieures. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus intime. La liberté intérieure, c'est la capacité de choisir sa réponse face aux situations de la vie, c'est la capacité de ne pas être entièrement déterminé par ses peurs, ses conditionnements, ses réflexes automatiques. C'est la capacité de faire une pause, même brève, entre ce qui se passe et ce qu'on fait. Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration, a dit quelque chose de magnifique. Il a dit: entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de croissance. Cet espace, c'est ce que les femmes libres ont appris à habiter. Elles ont appris à ne pas réagir automatiquement. Elles ont appris à s'arrêter, à respirer, à choisir. Cela peut sembler simple dit comme ça. Mais dans la pratique, c'est un travail considérable parce que nos réactions automatiques sont souvent profondément enracinées. Elles viennent de notre enfance, de nos expériences passées, de nos blessures non guéries. Elles sont rapides, puissantes et elles se déguisent souvent en certitude. Pensez à ces moments où vous avez réagi d'une façon que vous avez regretté ensuite, ces moments où vous avez dit quelque chose de blessant ou au contraire où vous vous êtes tu alors que vous auriez voulu parler. Ces moments où la peur a pris le dessus sur votre jugement, ces moments où vous avez dit oui alors que tout en vous voulait dire non, ces réactions automatiques, elles ne sont pas une fatalité. Elles peuvent être observées, comprises et progressivement transformées. Pas
éliminer, attention, on ne supprime pas ses émotions, on ne supprime pas ses réflexes, mais on peut apprendre à les reconnaître, à les accueillir et à choisir comment y répondre. C'est ce travail que font les femmes libres. Un travail quotidien, discret, mais profondément transformateur. Si ce contenu vous aide à réfléchir, à vous sentir moins seul dans vos questionnements, je vous invite à laisser un like et à vous abonner pour continuer à apprendre ensemble. Votre présence ici compte vraiment pour moi. Continuons, je voudrais maintenant vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la relation que les femmes entretiennent avec leurs émotions. Dans notre culture, il y a une idée très répandue selon laquelle les émotions sont des obstacles, qu'elles nous empêchent de penser clairement, de décider rationnellement, d'avancer efficacement. On entend souvent des phrases comme ne sois pas si émotive ou arrête de te laisser gouverner par tes émotions. Et progressivement, beaucoup de femmes ont appris à se méfier de leur vie émotionnelle, à la mettre de côté, à la minimiser, à s'en excuser. Mais voilà ce que la psychologie contemporaine nous enseigne avec une clarté croissante. Les émotions ne sont pas des obstacles, elles sont des informations, elles sont le langage de notre vie intérieure. Elles nous disent ce qui est important pour nous, ce qui nous blesse, ce qui nous manque. Une femme qui a appris à écouter ses émotions, pas à leur obéir aveuglément, mais à les écouter, à les comprendre, à les intégrer, cette femme a accès à une intelligence que ceux qui ont coupé ce lien n'ont pas. Pensez à la peur. La peur est souvent vécue comme une ennemie, comme quelque chose qu'il faut combattre, surmonter, ignorer. Mais la peur, dans sa forme saine, est un signal de protection. Elle nous dit « Attention, quelque chose ici mérite que tu sois vigilante ». Elle n'a pas toujours raison, bien sûr, parfois elle exagère, parfois elle se trompe de cible. Mais elle mérite d'être entendue, pas écrasée. Ou pensez à la tristesse. La tristesse est une émotion que beaucoup de femmes s'interdisent parce qu'elles ont peur de s'y noyer, parce qu'elles ont appris qu'il faut être forte, qu'il faut tenir, qu'il faut continuer, Mais la tristesse, quand on lui laisse de la place, quand on lui permet de s'exprimer, elle passe, elle traverse, et après qu'elle soit passée, il y a souvent une clarté, une légèreté, une connexion avec soi-même qui n'était pas là avant. Je me souviens d'une femme, appelons-la Sophie, qui venait me voir parce qu'elle se sentait constamment épuisée, sans savoir pourquoi. Elle dormait bien, elle mangeait bien, sa vie était objectivement stable, mais elle était épuisée d'une façon profonde, intérieure. En travaillant ensemble, nous avons découvert que Sophie consacrait une énergie considérable à ne pas ressentir certaines choses, à ne pas ressentir la déception vis-à-vis de certaines relations, à ne pas ressentir la colère face à certaines injustices, à ne pas ressentir la tristesse de certaines pertes anciennes. Elle avait construit tout un système intérieur pour maintenir ses émotions à distance, et ce système lui coûtait une énergie phénoménale. Quand Sophie a commencé à s'autoriser à ressentir vraiment ce qu'elle ressentait, quelque chose s'est libéré. Ce n'était pas confortable au début, loin de là, mais progressivement, l'épuisement a diminué parce qu'elle n'avait plus besoin de dépenser toute cette énergie à tenir les émotions à distance. Les femmes heureuses et libres ne sont pas des femmes qui ne ressentent pas d'émotions difficiles, ce sont des femmes qui ont appris à les accueillir. À leur faire une place sans se laisser submerger, c'est une différence fondamentale. Et comment développe-t-on cette capacité? Comment apprend-on à accueillir ses émotions sans en avoir peur? La première chose, c'est de nommer ce qu'on ressent. Cela peut sembler banal, mais c'est extraordinairement puissant. Quand on met des mots sur une émotion, quand on dit « là maintenant, je ressens de la peur ou je ressens de la tristesse ou je ressens de la colère », quelque chose se passe dans le cerveau. L'intensité de l'émotion diminue légèrement. On passe d'une expérience vécue de l'intérieur à une expérience observée. On prend un peu de distance, sans fuir. La deuxième chose, c'est d'accueillir l'émotion sans la juger, sans se dire « je n'aurais pas dû ressentir ça » ou « c'est stupide d'être triste pour ça » ou « je suis faible » parce que j'ai peur. Les émotions
ne sont pas stupides. Elles ne sont pas un signe de faiblesse, elles sont humaines simplement. La troisième chose, c'est de laisser l'émotion passer. Parce que les émotions, quand on ne les bloque pas, ont une durée naturelle. Elles montent, elles atteignent un pic et elles redescendent. Comme une vague, si on reste immobile dans l'eau et qu'on laisse la vague passer, elle passe. Si on se bat contre elle, si on essaye de la repousser, on dépense beaucoup d'énergie et on risque de se noyer quand même. Voilà 3 pratiques simples. Nommer, accueillir, laisser passer. Elles ne résolvent pas tout, bien sûr, mais elles changent profondément la relation qu'on entretient avec sa propre vie intérieure. Parlons maintenant de quelque chose d'autre, quelque chose qui est au cœur de la confiance en soi. La relation que les femmes entretiennent avec leur histoire. Chacune d'entre nous porte une histoire faite de joie et de peine, de succès et d'échecs, de relations aimantes et de relations blessantes. Et cette histoire, qu'on le veuille ou non, elle nous façonne, elle influence la façon dont on se voit, dont on voit les autres, dont on voit les autres, dont on voit le monde. Certaines femmes sont prisonnières de leur histoire, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles n'ont pas encore trouvé le moyen de s'en libérer. Elles portent leurs blessures passées comme des chaînes invisibles. Elles répètent des schémas appris dans l'enfance sans en être conscientes. Elles se définissent par ce qu'elles ont vécu de difficile, par ce qu'on leur a dit d'elles, par les messages négatifs qu'elles ont reçus. Mais les femmes libres ont fait quelque chose de remarquable. Elles n'ont pas effacé leur histoire. On ne peut pas effacer son histoire, mais elles ont changé leur relation à cette histoire. Elles ont appris à la voir différemment, à la comprendre avec plus de nuances, avec plus de compassion, avec plus de recul. Il y a un concept que j'aime beaucoup en psychologie, c'est celui de la narrative, du récit de soi. Nous sommes tous des narrateurs de notre propre vie. Nous racontons notre histoire à nous-mêmes et aux autres. Et la façon dont nous la racontons a un impact énorme sur la façon dont nous nous sentons et dont nous agissons. Une femme qui se raconte comme une victime, même si elle a effectivement subi des choses terribles, cette femme est enfermée dans une position d'impuissance. Une femme qui se raconte comme une survivante, comme quelqu'un qui a traversé des épreuves et qui en est sortie plus forte, cette femme a accès à une ressource intérieure extraordinaire. Je ne dis pas que c'est facile de changer son récit. Je ne dis pas que c'est une question de volonté ou d'optimisme superficiel. C'est un travail profond, souvent douloureux, qui nécessite du temps et parfois un accompagnement. Mais c'est possible, et c'est l'un des actes les plus libérateurs qu'une femme puisse accomplir. Pensez à quelque chose de difficile que vous avez vécu, quelque chose qui vous a marqué. Comment vous racontez-vous cette expérience ? Qu'est-ce qu'elle dit de vous dans votre récit intérieur ? Est-ce qu'elle vous définit comme quelqu'un de brisé ? Ou est-ce qu'elle témoigne de votre capacité à traverser les tempêtes ? Je ne vous demande pas de minimiser la douleur, je vous demande juste de remarquer comment vous portez cette histoire. Parce que la façon dont vous la portez fait toute la différence. Si ce que vous entendez résonne en vous, je vous invite à partager cet épisode avec une femme de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne manquer aucun contenu. Passons maintenant à un aspect qui me semble absolument central dans la question du bonheur et de la liberté des femmes, la question des limites. Les limites, c'est un mot qui revient souvent dans les conversations sur le développement personnel. Et parfois, il est utilisé de façon un peu mécanique, un peu rigide, comme si poser des limites était une technique qu'on applique, une liste de règles qu'on établit. Mais pour moi, les limites, ce n'est pas une technique. C'est une expression de soi. C'est une façon de dire « voici ce qui est important pour moi, voici ce que je peux accepter et ce que je ne peux pas accepter. Voici qui je suis ». Les femmes qui ont du mal à poser des limites, et elles sont nombreuses, souffrent souvent d'une peur profonde, la peur de décevoir, la peur d'être abandonnées, la peur de ne plus être aimées si elles disent non. Et cette peur est compréhensible. Elle vient souvent de messages reçus très tôt dans la vie. Sois gentil, ne fais pas de vagues, pense aux autres avant toi.
ces messages ne sont pas toujours mauvais en eux-mêmes. La générosité, l'empathie, le souci des autres, ce sont de belles qualités. Et quand elles deviennent des obligations, quand elles se font au détriment de soi-même, quand elles empêchent de dire non, quand on a besoin de dire non, elles deviennent une prison. Je pense à une femme, appelons-la Claire. Claire était quelqu'un d'extraordinairement généreux. Elle donnait son temps, son énergie, son attention à tout le monde autour d'elle, ses amis, sa famille, ses collègues. Elle était toujours disponible, toujours prête à aider. Et tout le monde l'aimait pour ça. Mais Claire était épuisée. Elle était épuisée et elle ressentait, au fond d'elle, une rancœur qu'elle n'osait pas s'avouer. Une rancœur envers tous ceux qui prenaient sans donner, envers tous ceux qui profitaient de sa générosité sans même s'en rendre compte. Et cette rancœur la rongeait parce qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'elle voulait avoir d'elle-même. En travaillant ensemble, Claire a compris que sa générosité était en partie authentique. Oui, mais en partie aussi une stratégie pour être aimée, pour être acceptée, pour ne pas être abandonnée, et que cette stratégie lui coûtait très cher. Quand Claire a commencé à dire non, c'était difficile, très difficile, parce que sa peur de décevoir était immense, mais progressivement, quelque chose de remarquable s'est produit. Les gens qui l'aimaient vraiment ont respecté ses limites. Et les relations qui ne résistaient pas à ces refus, eh bien, elles ont révélé leur vraie nature. Et Claire a découvert quelque chose d'inattendu. En disant non, parfois, elle pouvait dire oui de façon beaucoup plus sincère, beaucoup plus entière, parce que ces oui n'étaient plus dictés par la peur, mais par le choix. C'est ça, la liberté, c'est avoir le choix, pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir en conscience. Alors comment développe-t-on cette capacité à poser des limites? Comment apprend-on à dire non sans culpabilité excessive? La première chose, c'est de comprendre que poser des limites n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de respect envers soi-même et envers les autres. Quand vous posez une limite, vous dites à l'autre, voici qui je suis, voici ce dont j'ai besoin. Vous lui donnez une information vraie sur vous, vous lui permettez de vous connaître réellement, pas seulement l'image que vous projetez pour lui plaire. La deuxième chose, c'est de commencer petit. On n'apprend pas à poser des limites en commençant par les situations les plus difficiles. On commence par les petites choses, par dire « ce soir, j'ai besoin de temps pour moi », par refuser une invitation sans s'inventer une excuse, par exprimer une préférence simple, même si elle ne correspond pas à ce que l'autre voudrait entendre. La troisième chose, c'est d'accepter l'inconfort qui vient avec, parce que dire non au début, c'est inconfortable, il y a de la culpabilité, il y a de l'anxiété, il y a parfois la réaction négative de l'autre, et cet inconfort ne veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal, il veut dire qu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Il veut dire qu'on est en train de grandir. Parlons maintenant d'un sujet que j'aborde souvent dans mes livres et dans mes conférences, la relation au corps. Parce que la confiance en soi, le bonheur, la liberté intérieure, tout cela passe aussi par le corps, par la façon dont on habite son corps, par la façon dont on le regarde, dont on l'écoute, dont on en prend soin. Nous vivons dans une culture qui impose aux femmes des standards de beauté extraordinairement étroits, extraordinairement exigeants et qui changent constamment. Et face à ces standards, la plupart des femmes ressentent à des degrés divers un sentiment d'inadéquation, un sentiment que leur corps n'est pas tout à fait comme il devrait être, trop grand, trop petit, trop rond, trop plat, trop ceci, pas ça là. Ce rapport au corps est une source de souffrance immense pour beaucoup de femmes. Et cette souffrance est réelle, elle est légitime, elle mérite d'être entendue, mais elle n'est pas une fatalité. Les femmes qui ont trouvé la paix avec leur corps, elles n'ont pas tout un corps qui correspond aux standards culturels. Loin de là. Ce qui les distingue, c'est qu'elles ont changé leur regard sur leur corps. Elles sont passées d'un regard de juge à un regard de partenaire. Elles ont appris à voir leur corps,
non pas comme un objet à exhiber ou à cacher, non pas comme un problème à résoudre, mais comme le lieu de leur vie, comme ce qui leur permet de marcher, de respirer, de ressentir, d'aimer, de créer, comme quelque chose de précieux, même imparfait. Je me souviens d'une femme qui m'a dit un jour, avec une simplicité qui m'a touché, j'ai arrêté de me battre contre mon corps. J'ai décidé de vivre avec lui, pas contre lui, et depuis ce jour, tout a changé. Pas mon corps, mais ma relation à lui. Cette phrase résume quelque chose d'essentiel. On ne peut pas être heureuse et libre si on est en guerre avec son propre corps, parce que le corps, c'est nous. Ce n'est pas un accessoire qu'on peut changer ou remplacer. C'est notre demeure, la seule que nous aurons toute notre vie. Alors comment cultiver cette relation de paix avec son corps? Comment passer de la guerre à la cohabitation, puis à l'amitié? Cela commence par l'écoute, par s'arrêter de temps en temps et se demander qu'est-ce que mon corps me dit en ce moment? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a besoin de mouvement? Est-ce qu'il est tendu, crispé, douloureux quelque part? Écouter son corps, c'est déjà lui témoigner du respect. Cela passe aussi par le plaisir, par se permettre des expériences corporelles agréables, non pas comme une récompense qu'on mérite seulement si on a bien travaillé, mais simplement parce que le plaisir est une composante essentielle d'une vie bien vécue. Une promenade dans la nature, un bain chaud, un repas savouré lentement, une danse dans son salon, ces petites choses nourrissent une relation positive avec son corps et cela passe aussi par la gratitude, par reconnaître, même dans les moments difficiles, tout ce que son corps fait pour soi, tout ce qu'il supporte, tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il permet. La gratitude envers son corps, c'est une forme de réconciliation avec soi-même. Si ce contenu vous accompagne et vous fait du bien, pensez à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous touche le plus. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je voudrais maintenant vous parler d'un concept qui est au cœur de tout ce dont nous avons discuté jusqu'ici. La présence à soi-même. Les femmes heureuses, libres et sûres d'elles, sont des femmes présentes. Présentes à elles-mêmes, présentes à leur vie, présentes aux autres, et cette présence, elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle se cultive. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment vers l'extérieur, vers les écrans, vers les notifications, vers les obligations, vers les attentes des autres. Et dans ce flux permanent d'informations et de sollicitations, il est très facile de perdre le fil de soi-même, de s'oublier, de vivre en surface de façon automatique sans vraiment habiter sa propre vie. La présence à soi-même, c'est l'antidote à cet oubli. C'est la capacité de revenir régulièrement à soi, de se demander qu'est-ce que je ressens là maintenant? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi, au fond? Ces questions peuvent sembler simples, mais pour beaucoup de femmes, elles sont étonnamment difficiles. Parce qu'elles ont passé tellement de temps à s'occuper des autres, à répondre aux attentes extérieures, à s'adapter, qu'elles ont perdu le contact avec leurs propres désirs, leurs propres besoins, leurs propres valeurs. Je me souviens d'une femme qui, lors de notre première séance, quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour elle-même, a eu un moment de silence long, presque douloureux. Et puis elle a dit: «Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je sais ce que tout le monde autour de moi veut, mais pour moi, je ne sais pas.» Ce moment m'a profondément touché parce qu'il illustre quelque chose que je vois souvent, des femmes qui ont tellement donné, tellement servi, tellement sacrifié, qu'elles ont perdu le contact avec elles-mêmes. Revenir à soi, c'est un acte de courage, c'est s'autoriser à exister, à avoir des désirs, à avoir des besoins, à avoir une vie intérieure riche et complexe. C'est se dire je compte aussi, pas plus que les autres, mais autant. Et comment cultive-t-on cette présence à soi-même? Il y a plusieurs façons. L'une d'elles, que je recommande souvent, c'est la pratique de la pleine conscience. Pas nécessairement sous forme de méditation formelle, même si c'est excellent, mais simplement en s'accordant des moments dans la journée pour s'arrêter, respirer et remarquer ce qui se passe en soi.
Une autre façon, c'est l'écriture. Tenir un journal, même brièvement, même quelques lignes par jour, écrire ce qu'on a ressenti, ce qui s'est passé, ce qui nous a touchés, ce qui nous a peau blessés. L'écriture est un outil extraordinaire pour se connaître soi-même et une autre façon encore, c'est la conversation authentique. Avoir des relations dans lesquelles on peut être vraiment soi-même, des relations dans lesquelles on peut dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent sans craindre d'être jugé. Ces relations sont rares et précieuses. Elles nous aident à nous connaître en nous permettant d'être connus. Parlons maintenant de quelque chose qui est intimement lié à tout ce que nous avons abordé, la question de l'authenticité. L'authenticité, c'est la cohérence entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on exprime à l'extérieur. C'est vivre en accord avec ses valeurs, ses besoins, sa vérité profonde, et c'est l'une des sources les plus importantes de bien-être psychologique. Les femmes qui ne vivent pas de façon authentique, qui portent un masque, qui jouent un rôle, qui s'adaptent constamment aux attentes des autres au détriment d'elles-mêmes, ces femmes souffrent, même si de l'extérieur tout semble aller bien, même si elles sourient et qu'elles ont l'air de tout gérer parfaitement. Cette souffrance vient d'un écart entre ce qu'elles montrent et ce qu'elles sont, et cet écart est épuisant à maintenir. Il crée une tension intérieure permanente, un sentiment diffus d'imposture, une solitude profonde, même au milieu des autres. Vivre de façon authentique ne veut pas dire tout dire à tout le monde. Ça ne veut pas dire être brutalement honnête, sans considération pour les autres. L'authenticité n'est pas l'impudeur. C'est plutôt une cohérence intérieure. C'est savoir qui on est, ce qu'on veut, ce en quoi on croit, et vivre en accord avec cela dans la mesure du possible dans les différents contextes de sa vie. Et cette authenticité, elle est étroitement liée à la confiance en soi, parce que pour être authentique, il faut se faire confiance, il faut croire que ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, a de la valeur. Il faut croire qu'on mérite d'exister tel qu'on est, pas seulement tel qu'on devrait être selon les attentes des autres. C'est un travail de toute une vie. Et il commence par de petits gestes, par dire ce qu'on pense vraiment dans une conversation, même si c'est différent de ce que l'autre veut entendre. Par choisir ses activités en fonction de ce qui nous nourrit vraiment, pas seulement de ce qui est socialement valorisé. Par s'habiller, se coiffer, se décorer selon ses propres goûts, pas selon les dictats de la mode ou les attentes de l'entourage. Ces petits gestes d'authenticité, accumulés au fil du temps, créent une vie qui ressemble vraiment à soi. Et dans cette vie qui ressemble à soi, on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent libre. Je voudrais maintenant aborder un dernier grand thème avant notre conclusion, la question des relations, parce que nous ne sommes pas des îles, nous sommes des êtres de relations. Et la qualité de nos relations a un impact immense sur notre bonheur, notre liberté, notre confiance en nous. Les femmes heureuses et libres ont généralement des relations qui les nourrissent. Des relations dans lesquelles elles peuvent être elles-mêmes, dans lesquelles elles se sentent vues, entendues, respectées. Des relations qui les élèvent, qui les inspirent, qui les soutiennent dans leurs moments difficiles. Mais elles ont aussi appris quelque chose de crucial. Elles ne peuvent pas contrôler les autres. Elles ne peuvent pas forcer quelqu'un à les aimer, à les respecter, à les traiter bien. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est choisir avec qui elles passent leur temps. Et s'éloigner doucement, mais fermement, des relations qui les épuisent, qui les diminuent, qui les empêchent d'être elles-mêmes. Ce n'est pas toujours possible de s'éloigner complètement. Il y a des relations familiales, des relations professionnelles qui sont difficiles à quitter. Mais même dans ces cas-là, on peut choisir la façon dont on s'y engage. On peut choisir ce qu'on partage et ce qu'on garde pour soi. On peut choisir jusqu'où on laisse l'autre entrer dans sa vie intérieure. Il y a aussi quelque chose d'important que j'observe chez les femmes libres et heureuses. Elles ont une relation saine à la solitude. Elles ne fuient pas la solitude. Elles ne la redoutent pas. Elles savent en faire quelque chose de nourrissant. Elles savent être bien avec elles-mêmes. Et cette capacité à être bien seules,
elle est paradoxalement l'une des meilleures bases pour être bien avec les autres. Parce que quand on n'a pas besoin de l'autre pour exister, pour se sentir bien, pour se sentir valide, on peut choisir les relations plutôt que d'en être dépendante. On peut aimer librement, sans cette anxiété de l'abandon, sans ce besoin de fusion qui étouffe. Je pense à une femme qui m'a dit un jour: «J'ai longtemps cru que j'avais besoin d'un homme pour être heureuse. Pas parce que je n'aimais pas être seule, mais parce que j'avais peur de ce que la solitude révélait de moi. Et puis j'ai appris à rester avec moi-même. Et puis j'ai appris à rester avec moi-même, à m'asseoir dans le silence sans m'enfuir. Et j'ai découvert que j'étais quelqu'un avec qui il faisait bon vivre. Cette phrase est magnifique. Être quelqu'un avec qui il fait bon vivre. Pas seulement pour les autres, mais pour soi-même. C'est peut-être l'une des définitions les plus belles de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, finalement, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas la certitude d'être meilleur que les autres. Ce n'est pas l'absence de doute, c'est simplement se sentir suffisamment bien dans sa propre compagnie pour pouvoir traverser la vie avec un certain calme. C'est savoir qu'on peut faire face à tout, pas toujours, pas parfaitement, mais suffisamment. Si ce contenu vous accompagne dans votre réflexion, je vous invite à laisser un like et à vous abonner. C'est une façon simple de me dire que ce travail a du sens et cela m'encourage à continuer à créer pour vous. Nous approchons de la fin de ce voyage ensemble. Et avant de conclure, je voudrais vous offrir quelques pensées de synthèse, quelques fils conducteurs que vous pourrez emporter avec vous. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le bonheur, la liberté et la confiance en soi ne sont pas des destinations. Ce sont des pratiques, ce sont des orientations que l'on choisit encore et encore dans les petits gestes du quotidien. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint une fois pour toutes et qu'on peut ensuite mettre de côté. C'est quelque chose qu'on entretient comme une flamme. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Même si parfois vous vous sentez incomprise, même si parfois vous avez l'impression que les autres ont une vie plus facile, plus légère, plus heureuse que la vôtre, comme Blas, même si parfois vous avez l'impression, sachez que ces questionnements que vous portez, ces doutes, ces peurs, ces aspirations, ils sont partagés par des millions de femmes à travers le monde. Vous faites partie d'une humanité qui souffre et qui aspire, qui cherche et qui trouve, qui tombe et qui se relève. Et il y a quelque chose de profondément consolant dans cette appartenance commune. La troisième chose, c'est que votre histoire ne vous définit pas entièrement. Ce qui vous est arrivé, les blessures que vous portez, les erreurs que vous avez commises, les relations qui vous ont blessé, tout cela fait partie de vous, oui. Mais vous êtes plus grande que votre histoire. Vous avez la capacité de la regarder et de la comprendre et de choisir comment vous allez avancer à partir d'elle. Cette capacité, c'est ce que les psychologues appellent la résilience, et vous l'avez, même si parfois vous en doutez. La quatrième chose, c'est que prendre soin de vous n'est pas un luxe. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Vous ne pouvez pas donner de façon durable ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas être présente pour les autres si vous êtes vide à l'intérieur. Prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin de tous ceux que vous aimez. Et la cinquième chose, peut-être la plus importante, vous méritez d'être heureuse. Pas parce que vous avez tout fait bien, pas parce que vous avez tout réussi, pas parce que vous êtes parfaite, mais simplement parce que vous êtes là, parce que vous êtes en vie, parce que vous êtes humaine. Ce mérite n'est pas conditionnel, ce mérite n'est pas conditionnel, il n'est pas à gagner, il est inhérent à votre existence. Je voudrais terminer avec une image. Imaginez un arbre, un grand arbre bien ancré dans la terre, ses racines vont profondément dans le sol, elles tiennent bon même quand le vent souffle fort, ses branches s'étendent vers le ciel, elles accueillent le soleil et la pluie, elles s'adaptent aux saisons. Parfois une tempête lui arrache quelques branches, parfois une sécheresse le met à l'épreuve, mais ses racines tiennent, et au printemps, il bourgeonne à nouveau. Les femmes heureuses, libres et sûres d'elles, ressemblent à cet arbre. Elles ont des racines solides.
Ces racines, c'est leur connaissance d'elles-mêmes, leurs valeurs, leur capacité à s'autocompassion, leur présence à elles-mêmes. Et grâce à ces racines, elles peuvent se déployer vers le monde, aimer, créer, donner sans se perdre. Ce chemin vers des racines solides, c'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui et je crois sincèrement que vous avez tout ce qu'il faut pour le parcourir. Peut-être pas seul, peut-être avec de l'aide, peut-être lentement, peut-être avec des détours, mais vous pouvez le parcourir. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'écouter, de vous être accordé cette heure de réflexion et de présence à vous-même. Ce n'est pas rien. Dans un monde qui va vite, qui demande toujours plus, s'arrêter pour se nourrir intérieurement, c'est un acte de sagesse et de courage. J'espère que quelque chose dans ce que nous avons partagé aujourd'hui a résonné en vous. Peut-être une idée, peut-être une image, peut-être juste un sentiment d'être un peu moins seul dans vos questionnements. Quel que soit ce quelque chose, je vous invite à le garder avec vous, à y revenir dans les moments difficiles, à le laisser faire son chemin. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner et à le partager avec une femme de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Peut-être une amie, une sœur, une collègue, quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui cherche, comme nous tous, à vivre plus pleinement, plus librement, plus heureusement. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.